Au tribunal correctionnel de Saint-Quentin, Betty et Francis ont un fils qui est jugé aujourd'hui pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a fauché un cycliste. Tendu, mais à la limite content qu'on arrive au procès. Et je dirais d'avoir la réponse le plus rapidement possible. D'avoir la sentence et de savoir à quoi s'en tenir. Face à eux, Pascal et Anne-Catherine, les parents de la victime. En attendant l'audience, les deux familles s'évitent et chacun espère que la justice lui donnera raison. J'attends qu'il prenne une peine maximale de 10 ans. C'est tout ce que j'espère. Et si c'est moins, Pascal? Si c'est moins, je serai déçu. Déçu. Très, très, très déçu. Qu'est-ce qui serait catastrophique? Qu'il y ait une très longue peine de prison, qui dépasserait les 2 ans. Ces procès de grands délits routiers sont souvent cruels, car la défense du chauffard, pour atténuer sa responsabilité, n'a pas d'autre moyen que d'aller chercher des torts du côté de la victime. Steven avait 19 ans. Pascal, son beau-père, est encore sous le choc de sa mort. Il nous emmène sur les lieux de l'accident. C'était un jeune sans histoire, très gentil, poli, bien élevé. On l'a élevé comme il fallait. Il venait juste de trouver un travail en tant qu'intérimaire. C'était son premier vrai travail. Ça lui plaisait. C'est en revenant du travail que Steven s'est fait renverser. Le 22 mars dernier, il fait nuit, quand Steven rentre à vélo chez ses parents. Et juste après le virage, surgit une voiture qui roule à 130 km/h, au lieu des 90 autorisés. Elle percute violemment le cycliste. Le choc est impressionnant. Donc, ce trait-ci, c'est le point d'impact. Et Steven a été retrouvé, vous voyez, ça va être environ 100 mètres plus loin. C'est ici où le vélo a été retrouvé. Et ce n'est pas tout. Le conducteur de la voiture prend la fuite et laisse Steven agoniser sur le bas-côté. Prévenu par une voisine, Pascal arrive immédiatement sur place et voit les pompiers et les gendarmes s'affairer. Quand je suis arrivé sur les lieux, Steven était encore vivant, mais dans un coma profond. Et le médecin m'a dit que c'était très grave, qu'il avait un œdème cérébral. Et vous avez pu le voir? Non, ils ne m'ont pas laissé voir Steven dans le camion. Steven décède quelques heures plus tard. De son côté, le conducteur élabore un scénario pour échapper aux enquêteurs. Le lendemain, il appelle la gendarmerie et déclare son véhicule volé. Mais rapidement, il craque et se livre aux gendarmes. Pour Pascal et Anne-Catherine, la maman de Steven, ce délit de fuite est aussi criminel que de rouler à 130 km/h de nuit sur une petite route. Pour moi, c'est un lâche. Parce que la première chose qu'on fait quand on fait un accident, automatiquement, on appelle tout de suite les pompiers, on reste à côté. Mais non, elle a préféré partir sans prêter attention à ce qui s'est passé et ni à sauver une vie, quoi. Vous avez de la haine pour cet homme-là? Oui. Si je le vois en face, je vais lui en vouloir beaucoup parce qu'il a fait à mon fils. C'est comme s'il avait pris un pistolet puis qu'il l'avait tué. La vie de ses parents a basculé depuis l'accident. Ils n'ont toujours pas accepté la mort de Steven. Je crois toujours qu'il est là. Je crois toujours qu'il va rentrer. Le matin, je regarde dans le lit. On touche pas le lit. Et ouais, non, on n'y touche pas au lit. Puis la porte, de temps en temps, j'écoute, c'est un peu fou, mais c'est honte. Ou qui tape, maman, je suis là. Mais il sera pas là. Ce matin,
Francis, le père du conducteur, se rend à la prison où son fils est incarcéré. Tout est bon pour disculper son enfant. Vous en voulez à votre fils? Non, je peux pas. Vous savez, d'en vouloir, je peux aussi, malheureusement, le cycliste qui est décédé, ce jeune qui ne demandait rien, bon, qui n'a pas non plus les règles de sécurité, qui n'a pas de gilet, qui n'a pas d'éclairage. À l'heure d'aujourd'hui, si Julien est incarcéré, on peut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité du cycliste. S'il avait été visible, aujourd'hui, je ne serais pas sur l'autoroute pour aller à la prison pour aller voir mon fils. Ça reste un accident de la route, avec les conséquences qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Bon père de famille sans histoire, Francis n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il irait voir son fils en prison. Francis, vous vous sentez comment là? Pas très bien, mais content d'aller le voir. Je sais pas comment il est, son état de santé. Enfin, j'espère que normalement ça doit bien se passer. Mais si Francis rend visite à son fils à la veille du procès, c'est aussi pour discuter avec lui de sa défense. Leur avocat va insister sur le fait que le gilet réfléchissant est obligatoire la nuit pour les cyclistes. Et Steven n'en portait pas. Alors Ben, ça va, un petit peu dur. Il a vu l'avocat hier matin. Le dossier se prépare bien. Mais bon, par contre, il s'attend de toute façon à avoir une peine de prison ferme. Car leur fils roulait tout de même à 130 km/h. Il risque 7 ans de prison. Il n'a pas eu de réponse. Et cette perspective terrorise toute la famille. Enfin, son portable, tout ça, c'est consigné. Il peut pas les... Il a hâte que ça arrive tout en freinant un peu des deux pieds, quoi. La peur de la sentence, mais aussi le besoin de savoir. Je pense que ça, c'est... Donc, prier un petit peu entre deux feux, c'est un petit peu comme nous, d'ailleurs. On verra bien demain comment ça va se passer, quoi. on saura exactement où on va. Je pense. Et là, vous avez craqué avec... Oui. Tu demandes de m'asseoir? Oui. Là, on sera soulagé quelque part. Le jour du procès est enfin arrivé. Au tribunal avant l'audience, mauvaise nouvelle pour Pascal. Son avocate lui fait part de la stratégie de défense du conducteur. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que M. Landreau va plaider sûrement ça relaxe. Ça, c'est immonde. Ce qu'il va essayer de démontrer, c'est qu'en réalité, il n'a pas commis de faute, qui est à l'origine de l'accident. Mais par rapport et que c'est parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il n'était pas visible, il n'y avait pas le gilet réfléchissant. Je me prépare un petit peu, parce que c'est vrai que... Oui, parce que je veux l'entendre, hein, je veux savoir ce qu'il en est. Hein. Ce qui est quand même positif dans le dossier, c'est qu'en réalité, il a reconnu qu'il roulait à une vitesse excessive. Il a indiqué qu'il était à 130 sur une route qui est quand même limitée à 90 à l'heure. Donc... À ce moment-là, le conducteur, la tête masquée par sa veste, passe encadré par les gendarmes. C'en est trop pour Pascal, qui voudrait pouvoir le regarder les yeux dans les yeux. Il s'approche alors au plus près du box, mais en vain. Il n'a pas le cran. Moi pas. En ayant de la rancœur, j'ai quand même le cran de le regarder. Mais bon, aussi de la colère. Et beaucoup de haine. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pendant plus de 2 heures, comme prévu, la défense met en avant l'imprudence du cycliste, tout en incitant le conducteur à exprimer ses regrets. Mais Pascal ne veut pas s'en contenter. Quand il n'a pas allé à la barre, on aurait dit qu'il récitait.
C'était un truc qu'il avait cogité en prison et qu'il avait dû apprendre par cœur. Parce que c'était du tout appris. C'est un être qui est apparu assez dur quand même. C'est vrai que et même de ce qu'il a dit, c'était plutôt... Il n'a pas exprimé de regret. Il ne se sent pas du tout coupable. En réalité, il ne se sent pas responsable de cet accident. Non, il ne se sent pas responsable. Responsable de cet accident. C'est l'heure du délibéré. Le procureur avait requis 3 ans de prison et la défense la relaxe. Le conducteur est condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis. Pascal est sous le choc. Est-ce que vous êtes déçu par le jugement? Le jugement, oui, m'a complètement déçu. Le 2 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis, c'est même pas ce que monsieur le procureur avait demandé. J'estime que par rapport, c'est vrai, à ce qui s'est passé, ça me paraît équitable. On est plus soulagé qu'on ne pouvait l'être en arrivant, avant le procès, quoi. Maintenant, ben, comme tu disais, il faut assumer. Et assumer, ça commence par aller demander pardon à Pascal. Je suis le père de... Moi, je voulais vous présenter toutes mes condoléances. Vous savez, on est désolé, on est franchement malheureux. Par contre, votre fils, il n'a pas pris assez. C'est malheureux. Ouais, non, ça se comprend. Parce qu'il a pris que 2 ans. Il y a 1 an avec sursis. C'est pas ce que je réclamais. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. On en est conscient, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas... Nous, enfin... Peut-être moins dur que vous, parce que vous avez perdu un enfant. Vous, il reviendra. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Oui, tandis que nous, il ne reviendra jamais. On aura beau faire tout ce qu'on veut, il ne reviendra jamais. Et c'est ça qui va être le plus dur à vivre. Oui. Ben, comptez sur nous si on peut faire quelque chose. Voilà, bon, en tout cas, bon courage. Merci. Dans les tribunaux correctionnels, 1 dossier sur 2 concerne un délit routier. Près de 300 000 affaires à traiter chaque année. Pour faire face à cet afflux de procédures qui fait que les délinquants sont condamnés très longtemps après leurs infractions, la justice s'est débrouillée pour imposer des sanctions quasi immédiates. Le tribunal va d'abord rendre le délibéré dans le dossier. C'est ce que l'on appelle le plaidé coupable. Car son véhicule faisait des embardées. En récidive du véhicule automobile, de la conduite d'un véhicule sans permis. Tribunal correctionnel de Compiègne. Donc actuellement, vous n'avez pas d'emploi? Non, actuellement non. Ce matin, rendez-vous décisif pour cet homme. Il s'appelle Jean-Pierre et il a reconnu avoir conduit ivre et sans permis. Il va devoir s'expliquer devant Ulrika Delaunay, procureure de la République. Dites-moi en 2 mots ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, je voulais faire plaisir à mon fils. J'avais acheté une voiture il n'y avait même pas 7 jours. Oui. Et vu que j'adore la pêche et mon fils adore la pêche, oui. Et j'ai osé prendre le véhicule et partir pour aller à la pêche. Vous avez conduit sans être assuré? Oui. Et sans permis de conduire? Oui. Vous avez jamais passé votre permis de conduire? Ça fait 10 ans que je suis inscrit, mais j'arrive pas à avoir mon code. D'accord. Les stupéfiants maintenant? La veille, le samedi, j'avais fumé 2 joints avec un ami dans le palier. Donc la consommation... Au lieu de comparaître dans un procès classique, où il risquait de ne pas reconnaître ses fautes, le procureur l'a convaincu de plaider coupable pour toutes ses infractions, contre une peine moins lourde. Intérim. Il y a une discussion qui s'instaure avec le prévenu et son avocat. C'est beaucoup plus intime, les gens se livrent plus, disent beaucoup de choses de leur vie personnelle, ce qui permet vraiment d'adapter la peine. Et sur un plan humain et donc judiciaire, c'est beaucoup plus satisfaisant. Quand même, le taux d'alcool... Et pour réussir à adapter la peine, le procureur prend le temps de fouiller dans le passé des prévenus. Elle y cherche des éléments pour tenter d'éviter toute récidive. Dans le cas de cet homme, c'est l'alcool qui l'a conduit au tribunal. 3 verres de pastis. Bah, ils étaient bien chargés, ceux-là, non? Oui, maison. Maison, dose maison. Oui. Qu'est-ce qui avait justifié cette consommation ce jour-là? Ma mère qui est alcoolique et j'ai bu avec elle. D'accord. Je vis chez ma mère. Ah, vous vivez chez elle, avec vos enfants et votre femme? Non, ma femme est toute seule chez elle avec les 2 enfants.
D'accord. Vous avez 2 condamnations à votre casier judiciaire. C'est un récidiviste. Alors qu'il n'a jamais passé le permis, c'est la 3e fois que ce prévenu est jugé pour un délit routier. D'accord, sans assurance. Voilà. J'envisage de demander au tribunal... Le procureur propose une peine de 3 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous l'acceptez? On l'avait déjà évoqué, nous acceptons. Elle accompagne sa décision d'une obligation, suivre une cure de désintoxication. Une peine adaptée à l'histoire personnelle de Jean-Pierre et qui devrait lui éviter de replonger. Au début, j'envisageais une peine d'emprisonnement avec sursis simple, mais avec les éléments qu'il m'a donnés aujourd'hui à l'audience et toutes les explications, je trouve que c'est plus pertinent de le faire suivre pendant 2 ans par un juge d'application des peines pour qu'il justifie de son obligation de soins. Pour éviter que certains chauffards comme Jean-Pierre ne deviennent de grands délinquants de la route, la justice a inventé un dernier dispositif. De loin, le plus spectaculaire. À Marseille, le tribunal propose aux jeunes délinquants, dès leurs premières infractions, de suivre un stage dans une clinique de la ville. C'est là que nous retrouvons Morgane, la victime d'un chauffard en fuite. La jeune femme tétraplégique va recevoir les jeunes. Je vais essayer de leur faire passer un message, qu'ils essaient de comprendre que la vie, ça tient qu'à un fil et qu'il ne faut pas jouer avec, quoi. J'aimerais vraiment qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité parce que ça peut être eux dans un fauteuil dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Les jeunes avec qui elle a rendez-vous, les voici. Anthony, il a été arrêté à 90 km/h, en plein centre-ville. Michael, il a grillé un feu rouge et contesté l'amende. Tout comme Gauthier. On n'est pas à la maternelle, hein, je veux dire, voilà. C'est pour essayer d'ouvrir les yeux que vous êtes ici, en fait, sur ce que ça peut engendrer un accident. Voilà, parce qu'on fait tous pareil, on connaît les choses, mais tant qu'on les a pas un tout petit peu vues, des fois, on les minimise un peu, voilà. La journée commence avec les patients en partie paralysés. Oui. Paraplégie, je crois que oui. je me rappelle plus. Paraplégie, para, ça veut dire moitié, donc c'est les jambes. Après, tétraplégie, donc c'est tétra, ça veut dire 4, donc c'est les 4 membres. Et on a aussi donc des patients qui ont des traumas crâniens. Ensuite, direction un autre service pour des accidentés encore plus grièvement atteints. Je vous dis, plateau technique sur site, parce qu'on ne peut pas les mélanger vis-à-vis du regard des autres, parce que c'est dur. Sous les yeux des jeunes conducteurs, des patients dans un état critique. La plupart d'entre eux ont des séquelles irréversibles. Vous avez du mal à les regarder. Non, mais c'est normal. Vous avez du mal à les regarder, mais dites-vous bien que ça met mal à l'aise tout le monde. Il a doublé à l'endroit où il fallait pas. Tous sont des victimes de la route. Téléphone au volant, moto fauchée, perte de contrôle du véhicule. Un choc pour Anthony, Michael et Gauthier. C'est perturbant quand même de voir qu'on peut être debout comme ça et qu'on peut être dans un service du jour au lendemain. Une fraction de seconde, ça va vite, je pense que ça va vite. Vous avez les barres parallèles qui vont être l'outil qui va nous permettre de parvenir à refaire marcher un patient. Des fois, pour 2 minutes d'inattention, c'est des fois 6 mois d'hospitalisation pour retrouver une marche qui ne sera pas forcément à l'identique de celle qu'il avait avant son accident, qui peut rester quand même avec des séquelles. Voilà, donc lourd de conséquences pour pour 2 minutes qu'on a voulu gagner au départ. Vous allez rester marqué, forcément. Peut-être que vous y penserez la prochaine fois que vous serez au feu rouge. Bonne continuation et bonne chance pour la suite. Mais pour les 3 jeunes, ces confrontations bouleversantes ne s'arrêtent pas là. Vient ensuite la rencontre avec Morgane et ses 2 camarades. Erwin en t-shirt noir, victime d'un tête-à-queue, et Michael, victime d'un accident de scooter. Voilà, paraplégique. Comme tu n'as plus les abdos, tu n'as plus rien, tu peux plus forcer.
Je sais pas, on va voir ce que ça donne de parler avec eux, mais bon, je sais pas trop ce que je vais leur dire. On va voir. Mais vous avez quel âge? Moi j'ai 19 ans. 19? 17. 17. Et 23. Ils sont tous de la même génération. Ensemble, ils discutent des séquelles laissées par les accidents de la route. Et les trois jeunes découvrent qu'en plus du fauteuil roulant, il y a toutes les complications engendrées par le handicap. Il y a plein de soucis de santé qui en découlent, il y a plein de choses derrière. Il y a tous les problèmes aussi, c'est comment dire, mais bon, on se fait pipi dessus, on se fait caca dessus. Au tout début, c'est horrible hein, à vivre, c'est dégradant. Pour frapper l'esprit des jeunes, Erwin et Michael leur montrent la sonde qu'ils utilisent pour uriner. Ça se fait comme ça. Et on enfonce ça dans le pénis jusqu'à la vessie pour vider la vessie. Vous imaginez ce que ça fait? C'est long, hein. Je te le dis moi. La première fois c'est long, tu es là, tu hésites. Hein. Je sais pas trop. Ça va faire mal, ça va pas faire mal. Enfin, Erwin explique la pire des conséquences pour lui. Une sexualité régie par des médicaments. C'est le pire celui-là, au niveau intime. Parce qu'avec ta femme, tu fais plus ce que tu veux, c'est fini. Tu craches purée, tu oublies ça. T'es obligé de prendre des cachets. Avant tu le prenais pour le plaisir, maintenant tu le prends par nécessité. Si ça peut sauver une vie juste d'avoir parlé avec des jeunes, c'est toujours ça quoi. C'est une vie de sauver. Alors quelles leçons ces jeunes délinquants de la route ont-ils retenues de leur journée à la clinique? Une semaine après leur visite, les 10 jeunes sont de nouveau convoqués au tribunal par le juge Alain Sobrero, à l'origine de cette initiative. Son but? Provoquer un électrochoc chez les jeunes conducteurs. Je revendique qu'ils soient choqués. Et j'espère de les choquer suffisamment pour qu'ils ne récidivent pas dans leur intérêt et dans l'intérêt de la société. Les uns après les autres, ils passent à la barre et lisent un compte-rendu de leur visite. Vous allez m'en donner lecture. Vous pouvez parler fort, que ça serve sur le plan pédagogique à l'ensemble des prévenus qui sont dans la salle. Donc sur le déroulement de la journée donc, du mercredi 22 juin à la clinique. C'est après cette ultime audition que le juge décide ou non d'annuler la peine. C'est au tour d'Anthony. Et qu'est-ce que ça vous a fait de discuter avec des gens comme ça? Comme ils ont dit, en 2 secondes, leur vie ils ont basculé en fait. Vous en avez pris conscience de ça? Que ça peut vous arriver aussi? Quand même, ouais. Quand même, ouais ou ouais? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Le tribunal vous dispense de peine, qu'on ne vous revoit jamais plus ici, hein? Allez. J'ai un peu revu le fauteuil, effectivement, le soir même. Sur la soirée, j'étais bien marqué, j'ai eu du mal à dormir. Mais bon, après, ça va, ça passe quand même. Même si au niveau de la route, j'y pense tout le temps. Moi, sur l'autoroute avec mon collègue, il roulait un peu fort. Et je lui ai dit, oh, tu aurais vu ce que j'ai vu moi, tu lèverais un peu le pied. Donc, je lève un peu le pied, parce que maintenant, j'ai un peu peur, pas un peu peur, mais bon, une petite appréhension. Morgane, elle, redouble d'efforts pour retrouver un maximum d'autonomie. Et malgré le classement sans suite de son dossier, elle s'accroche à l'espoir que l'on retrouve un jour l'homme qui l'a cloué dans ce fauteuil roulant. Sur la route, personne n'est à l'abri. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Un coup du sort et on est balayé. On n'est qu'un grain de poussière sur la planète. C'est un coup de vent et on est soufflé. 2 minutes avant, je chantais dans ma voiture, j'étais très bien, j'allais à l'école et la seconde d'après, j'étais plus là, quoi. Morgane est prête à recevoir encore d'autres jeunes pour que son drame puisse en éviter d'autres.